Depuis 2006, à l'initiative de l'ancien président Jacques Chirac, la France réfléchit donc chaque année, le 10 mai, à l'histoire de la traite et de l'esclavage et de ses abolitions au pluriel. On va en parler dans un instant avec nos invités, mais d'abord un rappel historique. Plusieurs villes françaises ont été des villes négrières, il faut s'en souvenir. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, des centaines de milliers d'esclaves ont pris la mer pour les Antilles, depuis les ports de La Rochelle, de Bordeaux ou de Nantes. Un commentaire de Lorraine Gublin. Ils sont l'unique vestige d'un passé peu glorieux, mais fastueux. Des hôtels particuliers bâtis au XVIIIe siècle par de richissimes armateurs nantais. Dans ces murs, ils ont investi leur fortune, faite de la traite négrière. Ce passé peu avouable se cache aujourd'hui dans le détail de ces somptueuses façades. Alors ici, en tête de la console qui supporte le balcon, on a sculpté dans le tuffeau des mascarons qui est une des rares représentations des captifs africains tels que les voyaient, les imaginaient les Nantais. Les cheveux crépus, le front bas, les yeux globuleux, le nez épaté, les lèvres lipues, les perles. Autre détail, ces sublimes ferronneries. En même temps que on peut admirer évidemment ces ferronneries, on peut en voir aussi dans les escaliers de pierre qui est à l'intérieur de l'immeuble. C'est un art dont les Nantais sont très très fiers. Eh bien, on est obligé en histoire de se souvenir que ce sont les mêmes ferronniers de ces balcons qui forgeaient les fers d'esclaves. Aujourd'hui transformés en appartements, en bureaux, ces hôtels particuliers font l'attrait touristique de la ville. Ça fait à plusieurs reprises que je passe ici et c'est toujours ici que mon regard se porte. Et on en oublie l'origine. Ouais. Et on en oublie l'origine. On ne pense pas forcément que ça vient effectivement de l'esclavage et de la traite. Une beauté architecturale qui ferait presque oublier qu'au XVIIIe siècle, Nantes est le premier port négrier français. Des bords de la Loire partent les navires chargés de tissus, d'alcool. Ces produits servent à acheter des esclaves en Afrique. Des captifs revendus aux Antilles contre des produits exotiques rapportés dans les ports européens. Un trafic humain, loin du port de Nantes, mais financé par toute la ville. Armer un navire négrier, ça coûtait à peu près le prix de construire un hôtel particulier. L'espérance des actionnaires était effectivement que la campagne se passe bien et que grâce aux produits de retour qui étaient ramenés des colonies, sucre, cacao, tabac, qui étaient des produits très prisés en Europe, on allait effectivement faire des bénéfices importants. 400 navires nantais ont déporté près de 450 000 esclaves, un passé longtemps refoulé. Ce mémorial a été inauguré plus de 150 ans après la fin de la traite négrière. Alors avec nous en plateau pour évoquer cette traite négrière et la mémoire de cet esclavage, Louis-Georges Tin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agrégé et docteur ès-lettres, vous êtes diplômé de l'École normale supérieure, d'ailleurs comme Aimé Césaire, le deuxième martiniquais, puisque vous êtes né en Martinique, donc diplômé de l'École normale supérieure. Vous êtes président aujourd'hui du CRAN, c'est le Conseil représentatif des associations noires de France. Alors, première question un peu large, est-ce que c'est important pour vous que la France se souvienne comme ça chaque année de cette page sombre de son histoire ? Oui, c'est important et d'ailleurs ça a été le résultat d'une longue bataille. Maintenant nous disons une chose simple, commémorer c'est bien, réparer c'est mieux. Vous savez, il y a un crime contre l'humanité, mais on dirait que c'est un crime parfait, parce qu'on dirait qu'il n'y a ni victime ni coupable. Or, je dirais même que c'est un crime plus que parfait, puisqu'il y a eu des réparations pour les négriers, qui étaient même plus riches après l'abolition de l'esclavage qu'avant. Aujourd'hui, nous disons, il faut que les descendants d'esclaves aient aussi une réparation. Alors vous dites commémorer, réparer, tout le monde ne partage pas cet avis. Il y a des gens qui estiment qu'on en a assez parlé, qu'il faut arrêter de s'auto-flageller. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent comme ça ? Nous disons qu'un crime contre l'humanité, comme tout crime, appelle réparation. Il faut savoir que l'esclavage a duré jusqu'en 1848, qu'il a été remplacé par le travail forcé qui existait en France dans les colonies jusqu'en 1946 et même au-delà. Par conséquent, cela a laissé des conséquences durables qui doivent être réparées par des moyens appropriés, qu'il s'agisse de musées, qu'il s'agisse de restituer à Haïti la rançon qui a été imposée, l'équivalent de 21 milliards de dollars, je le rappelle. Alors ça, c'est une histoire incroyable. Je comptais en parler un peu plus tard, mais il faut rappeler à ceux qui nous regardent que après l'abolition de l'esclavage en 1848, les anciens esclaves d'Haïti ont dû en fait racheter leur liberté et ils ont payé aux colons
Vous dites... oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'indépendance d'Haïti... J'ai lu l'équivalent de 4 milliards d'euros. Enfin, peu importe la somme, mais c'est l'indépendance énorme. d'Haïti, c'est 1804 en Haïti. Oui. Mais en effet, les colons français ont exigé une réparation à l'envers, devrais-je dire. Et on dit, nous avons perdu nos esclaves, vous devez nous indemniser, sans quoi nous allons vous recoloniser, vous redeviendrez esclaves. Et ils ont payé l'équivalent de 21 milliards de dollars d'aujourd'hui en s'endettant de 1825 à 1946. Et cette rançon a été récupérée par la Caisse des dépôts et consignations et la France. Et nous disons que cet argent extorqué doit être restitué à Haïti. C'est une réparation parmi d'autres. Voilà, donc ça c'est une réparation de l'État qui concerne Haïti, mais il pourrait y en avoir d'autres. Exactement. De l'État ou d'autres banques. Absolument. Donc nous avons identifié aujourd'hui par exemple plusieurs banques, comme la banque NMSD aux Pays-Bas, le Crédit Suisse ou encore la Banque de France. Il faut le dire, sur les quelques 18 financiers qui ont constitué la Banque de France en 1800 sous l'égide de Napoléon, 3/4 sont des négriers. En d'autres termes, c'est l'esclavage qui a constitué la Banque de France et c'est la Banque de France qui a constitué l'économie française. Il faut le dire. Donc une grande part de la richesse de la France d'aujourd'hui vient de la traite négrière. Absolument. Rien qu'Haïti, par exemple, à l'époque Saint-Domingue, avant l'indépendance, c'est 15% du PIB français. Et nous avons parlé dans le sujet de Nantes, nous avons aussi interpellé des familles bordelaises, comme la famille Gradis, de Bettman ou Balguerie, en disant nous vous tendons la main. Nous disons qu'il faut un dialogue pour que tous ceux qui ont participé à cette histoire, quel que soit le côté, puissent discuter et que l'on travaille ensemble à une réparation commune. Alors on vient de parler de la réparation de l'État, réparation des banques, mais aussi réparation des familles. Il y a des familles directement qui ont été enrichies par, on l'a vu vous l'avez dit. Exactement. Dans le sujet Exactement. Ces familles ont une histoire qui n'est pas toujours connue d'elles-mêmes d'ailleurs, mais nous leur tendons la main. Et certaines d'ailleurs commencent à nous répondre en disant c'est vrai, nous avons peut-être une responsabilité. Il n'y a pas de culpabilité héréditaire, mais il y a des patrimoines héréditaires. Alors certains disent nous avons eu des esclaves et alors bien. Et d'autres disent, en effet, nous devrions faire un geste. Alors, vient de nous rejoindre Myriam Cothias. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau. On va voir des images. D'ailleurs, vous étiez il y a quelques instants encore avec le président François Hollande. On vous voilà dans les jardins du Luxembourg à Paris. Donc, pour cette commémoration de cette journée nationale, donc des mémoires de l'esclavage et des traites négrières, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, cette journée pour vous ? Écoutez, c'est surtout une journée de mobilisation autour de principes fondamentaux qui sont ceux de la République, même s'ils ont eu quelques plasticités, ces principes. C'est le moment de le rappeler, de le rattacher aussi à l'histoire de l'esclavage, faire comprendre et admettre cette histoire de l'esclavage qui a vraiment participer à la constitution de notre pays. Aujourd'hui, la France, elle aborde ces questions sans tabou. On a vu qu'il y en avait encore quelques-uns, mais comment est-ce que vous trouvez que la France évolue par rapport à ce passé ? Il me semble que le discours du président François Hollande tout à l'heure a été très intéressant de ce point de vue-là, puisqu'on a commémoré la première abolition de l'esclavage qui est établie, décidée à la suite du soulèvement des esclaves de Saint-Domingue. Donc le reconnaître... Il y a même une première abolition, je crois en 1794, au moment de la Convention. Justement, première abolition de l'esclavage à la suite du soulèvement des esclaves de Saint-Domingue. C'est d'abord une abolition locale qui va devenir nationale. Donc, pour faire bref, on peut dire que la Révolution française abolit assez rapidement l'esclavage et que c'est Napoléon, en 1802, si je ne me trompe, qui rétablit l'esclavage jusqu'en 1848. Jusqu'en 1848, c'est-à-dire qu'il y a un débat abolitionniste qui va se développer à partir des années 1830, parce que sous l'effet de deux principes, d'abord celui de la liberté qui s'impose comme principe de la modernité. Petit à petit chez les abolitionnistes, là encore, disons-le comme ça. Et puis aussi pression du soulèvement des esclaves qui sont récurrents, constants, avec cette lueur d'espoir que constitue Haïti pour tous les esclaves du monde atlantique. Il faut rappeler qu'Haïti, en 1804, est devenue indépendante. Il y a eu cette rançon qui a été imposée. D'ailleurs, c'est pour
ça que nous étions à la fois contents que le thème de cette année soit Saint-Domingue et Haïti, l'indépendance, et en même temps mécontents que le président de la République n'ait pas eu un geste à l'égard d'Haïti. Madame Taubira, déjà en 2004, le proposait. Madame Taubira, qui est à l'époque députée de la Guyane, aujourd'hui ministre de la Justice, qui effectivement à l'époque avait souhaité que la France s'engage dans cette logique de restitution. Or, aujourd'hui, quand François Hollande célèbre Haïti, c'est un petit peu comme si le bourreau célébrait la victime. Alors, est-ce que vous êtes pour la restitution? Ce sont des mots qui sont assez forts. D'abord, je vais répondre sur ce plan-là parce que je suis absolument pas d'accord. Il y a une première chose à faire qui est de reconnaître l'histoire de la France et la part de la France dans l'histoire d'Haïti. Ça, c'est en marche. Moi, je trouve que c'est en marche et ça a été dit dans le discours du président aussi que l'on célébrait le 210e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. À mon avis, c'est une rupture historique quand même parce que c'est l'admettre et admettre que la France, Mais par exemple, sur cette question de la restitution, c'est vrai que les esclaves haïtiens ont dû payer eux-mêmes, racheter leur liberté, on l'évoquait avant que vous arriviez, qui est quand même incroyable, des milliards d'euros, l'équivalent euro d'aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous êtes en faveur d'une restitution par la France de cet argent à Haïti? Alors, je vais vous dire quelque chose. Pour moi, c'est vraiment un principe, et j'en discutais tout à l'heure avec l'ambassadrice d'Haïti, c'est que je pense qu'on ne peut pas le déclarer unilatéralement. C'est-à-dire que je ne pense qu'on ne peut pas être dans une position qui, à mon avis, est une fois de plus du néocolonialisme, de se dire, on restitue une somme. Non pas que je ne veuille pas que le débat soit ouvert, puisque au sein du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, on a ouvert une commission pour discuter de ça. Mais il faut quand même être conscient de sa position. C'est-à-dire dire, on va restituer une somme et on vous la redonne comme ça, au mépris débat international, parce d'une société Haïti, qui fait partie de la CARICOM, qui est le marché commun des Caraïbes, à l'unanimité, la CARICOM, qui inclut Haïti, a demandé réparation. Aujourd'hui, l'Union africaine débat de ces questions. Il faut rappeler que le Royaume-Uni a payé des réparations, par exemple, au Kenya. L'Italie a payé des réparations à la Libye. Donc il y a des précédents importants dans tous les domaines, et nous pensons que la France ne peut pas rester en dehors de la justice internationale. Je ne vous ai pas présenté, d'ailleurs, vous êtes historienne et président du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Justement, est-ce qu'on a parlé tout à l'heure avec Louis-Georges Jotin des réparations? Est-ce que vous êtes favorable, au-delà de la question d'Haïti, à la réparation par l'État français ou directement par les familles? Est-ce que vous êtes favorable? Je ne suis pas favorable à une réparation financière parce que je trouve que là encore, on est dans une comptabilisation des corps, une marchandisation des corps, et qu'elle me choque profondément. Si l'on parle de réparations qui sont des réparations symboliques, là, bien évidemment, on ne peut être que favorable à un développement de l'enseignement, un développement de la recherche, à un soutien des étudiants, qu'ils soient haïtiens ou qu'ils soient de l'outre-mer. Toutes ces choses sont déjà financières. Par exemple, le musée de l'esclavage. Mais bien sûr, elles sont financières, mais elles ne sont pas une remise de chèque. Quand on dit réparation financière, il y a mille et une façons de faire. Il ne faut pas imaginer qu'il faille mettre un chèque pour chaque enfant. Il y a beaucoup de manières de faire. Il faut lancer le débat. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Je voudrais terminer juste cette journée de commémoration par quelques chiffres. La traite occidentale, la traite des Occidentaux, des Européens entre le 16e et le 19e siècle, ça représenterait entre 11 et 12 millions d'esclaves. La traite arabe, qui est plus ancienne, qui va du 8e au 19e siècle, entre 11 et 25 millions de... Mais c'est un faux débat. Ça, c'est pas une question de débat, c'est une question de chiffres. C'est pour un ordre de grandeur, pour que les gens se rendent compte des millions de morts que ça représente. C'est simplement ça. Bien sûr, mais il faut dire que... On ne va pas rentrer dans le débat. La traite arabo-musulmane, c'est sur 15 siècles, 16 siècles. La traite européenne est sur 3 siècles. Donc ça fait quand même une différence. En tout cas, dans l'absolu, ce sont des chiffres très impressionnants. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.